Good afternoon and welcome to the final session. Bonjour, bienvenue à la dernière session de cet événement parallèle, contribution à la conférence de l'ONU 2023. Je m'appelle Anil Mishra et après donc avoir écouté deux orateurs principaux et deux sessions de panel qui ont évoqué l'interface entre sciences politiques, scientifique et éducation. Nous allons aborder le volet scientifique qui doit être abordé afin d'apporter ce retour scientifique à la conférence de l'ONU sur l'eau en 2023. Nous avons marqué un jalon historique. Aujourd'hui, il faut que nous examinions ce que peut contribuer la science. Je voudrais tout d'abord que nous évoquions la vision PHI 9 avant de passer au panel. La vision déclare qu'un monde sûr en ressources où nous avons des connaissances en matière d'eau pour permettre une bonne gouvernance des ressources de l'eau et construire une société résiliente. Donc avec cette vision, comment ce panel peut-il formuler les réponses qui pourraient nous amener à la mise en œuvre du PHI et également à l'horizon conférence 2023. Le panel va aborder la manière dont la science et l'innovation peuvent aider dans l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Quel est le rôle de la famille de l'eau de l'UNESCO pour la mise en œuvre de PHI 9 et comment la science de l'eau peut-elle avoir une influence sur la vie des gens, prendre en compte les considérations scientifiques et quels sont les principaux messages que l'UNESCO doit apporter à la conférence de 2023. Donc, avec ces 5 interrogations, nos panélistes vont donc essayer de nous faire un retour. Alors, je voudrais présenter les membres de notre panel. Nous avons dans le panel aujourd'hui Monsieur Taikan Oki, conseiller spécial auprès du président de l'Université de Tokyo, qui va faire une présentation. Le professeur Oki a démontré le lien entre le cycle renouvelable, le réchauffement et l'économie globale et le développement durable. Il a été leader au GIEC et jusqu'à ces derniers temps, il était conseiller à l'Université des Nations Unies et sous-secrétaire général aux Nations Unies. Nous avons Christophe Kudenek, professeur d'hydrologie qui possède 25 années d'expérience, notamment dans les questions de risque, de variabilité, d'hydroclimat, de contexte géographique. La professeure Anne van Grinsven de l'Université de Bruxelles. Vous êtes présidente d'une chaire UNESCO, c'est en cours, dit Madame van Grinsven. Elle possède plus de 15 années d'expérience dans la recherche sur la qualité de l'eau et la modélisation hydrographique et a mis en œuvre un projet avec l'UNESCO, un programme de e-master en hydrologie en ingénierie. Nous avons également le professeur Maciej Zalewski, directeur du Centre régional européen pour l'éco-hydrologie. Je voudrais saluer sa contribution très importante au PHI de l'UNESCO depuis 30 ans. Il a commencé à contribuer au programme L'Homme et la biosphère, notre programme sœur et le concept de l'éco-hydrologie qui a été mis en exergue grâce à la contribution des professeurs Zalewski. Il a également contribué à amener des initiatives dans le domaine de l'éco-hydrologie et à faire une démonstration
de l'éco-hydrologie. Donc, je voudrais saluer sa contribution qui a été reconnue d'ailleurs par les principaux intervenants pour la marche à suivre. L'une des solutions, donc, et merci beaucoup donc pour votre contribution à la science de l'hydrologie et également au PHI. Nous avons également un membre du panel à distance, donc en ligne, Madame Nilay Dogolu, qui travaille dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle. Elle a été très active dans les processus de l'IHAS. Elle est consultante auprès de la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge, le centre climatologique, et elle est représentante des scientifiques en début de carrière. Merci beaucoup, Nilay, d'avoir accepté notre invitation. Elle est connectée depuis la Turquie. Ensuite, notre ami depuis de longue date, le professeur Magali García Cardenas de Bolivie. C'est une économiste ingénieure de Bolivie. Elle est diplômée de Belgique, des Pays-Bas, master et de doctorat de Belgique. Et elle apporte également un très grand soutien au programme au PHI, notamment dans le contexte de la science citoyenne. Et elle collabore avec nous depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Magali, d'être en ligne depuis La Paz, en Bolivie. Et enfin, monsieur le docteur Mark Smith, directeur général de l'Institut de gestion International Water Management. Je crois qu'il est connecté depuis Colombo, au Sri Lanka. Le docteur Smith est directeur général de l'IMI depuis 2020. C'est un ancien directeur général adjoint et auparavant, il était avec l'UICN. Il possède un doctorat en écologie, en ressources, gestion de ressources et en climatologie. Donc, sur avec ce panel éminent, ils vont commencer à nous donner leur point de vue sur les 5 questions que j'ai données dès le départ. Nous allons commencer par Monsieur Christophe Kudenek, secrétaire général de l'Association internationale d'hydrologie scientifique, l'IHS. Christophe, vous avez la parole. Merci beaucoup, Anil. Merci, Anil, à vous, l'équipe. Merci pour cette invitation. J'ai été invité à montrer des slides, si vous pouvez les afficher. Et donc, comme vous l'avez dit, je suis professeur d'hydrologie et je m'adresse à vous en tant que secrétaire général de l'IHS, International Association of Hydrological Sciences. Il s'agit d'un partenaire solide du PHI depuis le départ. L'IHS fait partie du Conseil scientifique international. Il s'agit de l'association qui traite les questions de sciences hydrologiques et nous fêtons son 100e anniversaire cette année. Slide suivant. Donc, j'utilise les slides car je voudrais illustrer quelques idées dans le temps. Les Nations Unies ont pris conscience de la question de l'eau il y a longtemps, mais dans les années 90, ils ont formulé les objectifs du millénaire, les ODM, qui se sont terminés en 2015. Et 2-3 années avant, la synthèse des ODM ont été faite et donc il y a eu une prise de conscience des enjeux qui a été résumée de manière synthétique avec le titre « The Future We Want » qui s'est traduit par une feuille de route à l'horizon 2030, l'agenda 2030, avec les ODD que nous connaissons tous. Et donc, à présent, nous nous trouvons en 2022 et nous envisageons la conférence de 2023 qui se tiendra à New York au mois de mars et à l'horizon 2030. Slide suivant.
Comme cela a été dit depuis ce matin, la science a toujours alimenté ces processus de définition de politique, de diplomatie multilatérale, etc. À présent, nous examinons la manière de renforcer la cohérence politique des actions prises, comment les accélérer, comment assurer le suivi des progrès accomplis avec des indicateurs, et comment faciliter cela par le développement des capacités, l'éducation. Et la science d'avant pouvait être utilisée pour un processus de retour sur la fenêtre de 15 ans jusqu'en 2030. Beaucoup de connaissances et de méthodes étaient disponibles et pouvaient être mises en œuvre, mais cette mise en œuvre reste parfois difficile et nous devons également nous projeter vers l'avenir au-delà de 2030 puisque les objectifs 2030 ne vont pas être atteints, comme cela a été dit ce matin. Et je crois donc que le message pour la conférence de l'année prochaine à New York est non seulement comment nous pouvons aider pour aller vers 2030, mais comment nous pouvons nous organiser pour nous améliorer tous ensemble en préparation de l'avenir. Quel que soit le moment où cela se traduira par une nouvelle feuille de route ONU pour les 15 années à venir, ou de toute façon, comment nous pouvons mettre en œuvre cela dans tous les pays. Slide suivant. Les ODM étaient concentrés sur l'assainissement et l'eau potable. Et les ODM, les ODD, notamment l'ODD 6 et tous les liens, ont élargi le périmètre pour englober toute l'hydrologie. Slide suivant. Et donc, cela a voulu dire que nous abordons un système beaucoup plus complexe, avec beaucoup de complexité biophysique et sociologique, et la question des frontières, des interfaces dans ce que nous appelons la zone critique, qui est constituée par une couche très vulnérable à la surface de la Terre. Et donc, une grande partie des connaissances du passé pourraient être utilisées pour mieux comprendre cela et agir dans ce domaine, mais les nouvelles connaissances doivent être élaborées pour avancer vers cela, vers cette évaluation également, afin de comprendre comment le changement a évolué en tant que moteur et dans le système hydrologique sur tout le passé. Il s'agit d'une question de trajectoire et il faut également se projeter vers les avenirs possibles selon la manière dont le système complexe évoluera et dont l'homme pourra contrôler certains brevets dans ce système et indicateurs dans les années à venir. Slide suivant. La science et les connaissances sont très nécessaires et notre tâche en tant que scientifique et universitaire, slide suivant, est de renforcer la compréhension, renforcer l'évaluation et également nous aider à nous projeter vers l'avenir. Et le problème est encore plus complexe puisque cette évolution n'est pas linéaire, comme je l'ai dit ce matin. Une grande partie des changements sont exponentiels. On parle de la grande accélération qui a été évaluée par le programme IALG-BP, IGBP, et mise à jour dans le document dont les références se trouvent en bas de page. Et cette accélération a rendu les changements dans ces processus très complexes et l'interaction entre différentes variables potentiellement divergentes, en collision, etc. Slide suivant. Donc, la question du changement exponentiel rend tout le système avec un risque systémique, comme cela est indiqué dans le rapport systémique du World Economic Forum, à l'instar de la brochure que vous voyez où nous voyons d'une année à l'autre
que l'eau vient au centre des préoccupations et il y a 3 semaines, un document par le ICE, le Conseil scientifique international sur le risque systémique, et je vous en recommande vivement la lecture. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je confirme beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin du keynote de ce qu'a dit Eric sur le renforcement des capacités, ce qui veut dire qu'il faut que nous soyons des hydrologistes concentrés sur nos sujets, mais nous devons également aborder la complexité inhérente et toutes les interactions. Donc, il y a beaucoup de défis systémiques. L'IHS s'est organisé pour aborder tous ces défis. Je ne vais pas aller dans le détail des défis, mais la dynamique de ces processus concernant les bassins d'eau, l'irrigation, etc. Nous travaillons sur tous ces sujets et de plus en plus les changements de variabilité, les coévolutions des variables et des compartiments. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, au-delà de ces défis, pour ce qui est de la compréhension, de l'évaluation, il y a également des défis méthodologiques, sciences, technologies, innovation. Cela agit de concert, on l'a vu par le passé, et cela reste effectivement le moteur de notre travail. Nous sommes organisés au sein de l'association et du partenariat pour favoriser les progrès en termes de modification méthodologique, avec synthèse, modélisation, combler les lacunes, aller jusqu'à la prestation de services, et avec également la volonté de promouvoir la compréhension générale de différents contextes et synthétiser des fragments de connaissances pour en faire une compréhension plus vaste afin de mieux comprendre de façon rétrospective et prospective. Diapositive suivante. Donc, pour pouvoir répondre à ces défis, notre association, notre réseau de personnes qui couvrent ces différentes thématiques dans des cadres très différents, nous efforçons de favoriser les efforts des communautés dans le cadre de l'exercice Hydrologie 2020, par exemple, comme on l'a dit ce matin, mais également avec des initiatives axées sur le genre, où nous encourageons les jeunes à identifier les mêmes questions scientifiques et ensuite faciliter la méta-analyse, la synthèse, la comparaison, etc. Alors, nous avons l'initiative Mango, ensuite l'initiative Ontario sur le changement, et récemment, nous avons facilité la définition d'un programme à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une initiative et d'un papier, Unsolved Problems in Hydrology, et qui a des répercussions puisqu'on le retrouve en termes de financement et d'appel à l'action. Et cela est également, se répercute sur la nouvelle stratégie du PHI. Nous organisons la communauté scientifique pour progresser. Vous encouragez le multilatéralisme du cadre du PHI autour de certains de ces problèmes d'hydrologie. Donc, nous avons beaucoup à faire ensemble. Nous avons également mis en place des groupes de travail sur les nouvelles techniques, citoyens, hydrologie, etc. Mais ce que je souhaite souligner ici, c'est que nous travaillons déjà sur l'opérationnalisation de la science ouverte. Et là, je fais référence à la déclaration récente de l'UNESCO. Alors, avec les données ouvertes, les publications, pour favoriser les comparaisons, les niveaux multiples, interfaces, etc. Mais cela veut dire aussi que la science ouverte opérationnelle, cela suppose que l'on reste inclusif, que l'on reste actif également pour faciliter la participation de personnes du monde entier qui pourront ainsi prendre part à la dynamique, aux conférences, etc. Donc, nous y travaillons. Et ensemble, nous devons lutter contre le syndrome publier ou périr pour reconnaître et saluer les efforts de scientifiques qui travaillent aussi sur la prestation des services et pas seulement sur des publications que parfois personne ne lit.
Donc, nous avons des partenariats forts et cela depuis le début avec des partenaires solides, donc l'UNESCO, l'OMM, ONUO et d'autres associations et sociétés expertes comme celles que nous avons entendues ce matin. Et il y a toutes sortes de convolutions parce qu'il y a des actions, des événements, des livrables, des publications, etc. Alors, pour conclure, diapositive suivante. Donc, quels sont les messages que nous voulons communiquer à la conférence de l'année prochaine à New York? Je pense qu'il faut que nous trouvions des messages pour l'avenir immédiat afin d'accélérer la traduction de la science en action, et cela à l'horizon 2030, mais il s'agit aussi d'expliquer à chacun que la science a besoin de temps. Il s'agit de systèmes complexes, il s'agit d'une accélération du changement, et nous devons déjà travailler, œuvrer, accroître l'efficacité pour la science de l'avenir au-delà de 2030. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Christophe, pour cette intervention. Oui, cela fait 100 ans qu'il y a ce rôle fondamental qui est joué également dans le cadre du PHI. Donc, ce processus qui vise à définir un programme, c'est très utile, mais également dans l'optique de la conférence de l'année prochaine. Donc, le professeur Anne Van Grifsen, vous avez la parole. Bien, écoutez, merci beaucoup. Si vous voulez bien afficher mes diapositives, je viens de l'Université Frisch de Belgique et FJ Delft. Et nous sommes en train de mettre en œuvre également une chaire de l'UNESCO. Donc, je vais vous faire part de mes réflexions sur ce dont on a besoin. Alors, commençons par la diapositive suivante, s'il vous plaît. Là, je fais référence à ce qui a été dit par le professeur Andrzej Ginot. Et nous savons qu'il y a une courbe exponentielle en ce qui concerne le changement climatique qui va avoir une incidence sur nos vies. Et par exemple, quel sera l'impact pour quelqu'un qui habite en Afrique subsaharienne? Quelqu'un qui est né en 2020, garçon ou fille. Diapositive suivante. Alors là, on voit que certains des risques vont augmenter d'un facteur de près de 40 en ce qui concerne les vagues de chaleur, mais également il y a une multiplication pour les inondations, les sécheresses, les anéantissements de cultures. Donc, vous voyez, l'eau joue un rôle fondamental par rapport aux risques pour les générations futures. En 2030, ce petit garçon, cette petite fille aura 10 ans et les problèmes n'auront pas été résolus. Et ça, c'est pour un scénario tout à fait optimiste avec une augmentation de 1,5 degré. Donc, un peu plus loin, s'il vous plaît. Encore plus loin. Voilà. Donc, tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'informations sur ces risques. Ce que je vous montre, en fait, c'est pour l'Afrique subsaharienne dans son ensemble, mais il faut bien reconnaître que la science actuelle ne donne pas beaucoup d'informations, même au niveau des pays. Donc, il faut améliorer notre évaluation d'impact, nos modèles, pour que l'on comprenne mieux quels sont les problèmes auxquels nous faisons face. Il faut une haute résolution et une meilleure représentation des interactions humain-nature, parce qu'effectivement, cela ne représente pas suffisamment les utilisations par l'homme, irrigation par exemple, etc. Donc ça, ce sera la voie à suivre à l'avenir, et bien sûr avec la composante eau souterraine. Et enfin, il est important d'avoir toutes ces informations, mais il faut en arriver également au processus décisionnel. Et pour ce faire, il faut établir un lien entre les informations que nous pouvons obtenir sur la base de calcul et de modélisation, dans le cadre du cadre, par exemple, CRIDA, mais il faut également donc établir le lien avec les solutions fondées sur la nature, dont on a déjà parlé. Diapositive suivante, on voit. Cela a trait à la modélisation, mais avec un autre élément qui a déjà été évoqué ce matin, ce sont les lacunes en termes de données. Et pour y remédier, il faut avoir recours aux sciences ouvertes, données ouvertes, accès ouvert, etc. Et pour cela, il faut harmoniser la façon dont nous compilons les données, nous les collectons et nous les fournissons.
Il y a un grand nombre de nouvelles technologies qui peuvent nous aider pour collecter davantage de données, la télédétection, l'Internet des objets, mais il faut trouver aussi comment réunir toutes ces données et les harmoniser. Et puis, il y a des lacunes aussi, bien sûr, auxquelles il faut s'attaquer. Là, j'en mentionne quelques-uns. La qualité de l'eau, on n'a presque aucune donnée sur la qualité de l'eau, notamment sur les ensembles de données mondiaux, les interactions humaines. On a observé des flux, mais en fait, on voit qui utilise l'eau, dans quel volume, et quelles sont les abstractions, etc. En fait, tout ça sont des données dont on ne dispose pas facilement aujourd'hui. Une fois qu'on aura toutes ces données, il faut aussi trouver de nouvelles approches pour conjuguer tous ces ensembles de données. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une méthode, mais il faudra aussi sans doute opter pour des approches hybrides où l'on combine différentes sources de données et différentes sources de modèles. Diapositive suivante. Alors, ça, il s'agissait d'illustrer les lacunes en termes de données. Vous voyez l'ensemble de données mondiales pour la qualité de l'eau. Vous voyez que les données ne sont pas distribuées de façon égale partout dans le monde. Diapositive suivante, qui vous montre ici les résultats. En termes d'analyse des débits des fleuves et de leur évolution par le passé pour essayer de déterminer si cela est dû à une action de l'homme ou au climat. Et vous voyez que cette étude ne s'est pas diffusée de la même façon partout dans le monde. Donc là, je voulais simplement illustrer à quel point il est important que nous puissions conjuguer toutes ces données pour ne laisser aucune région en marge lorsque les chercheurs mènent ce type d'analyse. Et voilà, j'en ai ainsi terminé pour ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Anne. Alors, vous avez soulevé une question très pertinente, les évaluations des risques climatiques et les analyses et décisions éclairées dans ce domaine et les méthodologies que nous élaborons avec les centres de catégorie 2 ont été appliquées en de nombreux endroits, mais la science ouverte, la recommandation sur la science ouverte, l'utilisation de l'Internet des objets et le fait d'inclure les citoyens dans la collecte de données, eh bien tout cela permettra sans doute de remédier à certaines de ces lacunes sur le plan des données. Mais je vous propose de poursuivre. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment a apporté ces approches de solutions fondées sur la nature et l'éco-hydrologie à l'UNESCO. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, j'aimerais effectivement me reporter à ce qui a été dit ce matin de façon très éloquente par M. András Ginagi et M. Taikan Oki. Et nous savons que l'eau fait partie intégrante de l'avenir que nous voulons, du futur que nous voulons. Et pour cela, il ne faut pas se contenter du statu quo, il faut opérer 3 changements. Tout d'abord, nous devons créer une nouvelle vision. Deuxièmement, une nouvelle stratégie. Et troisièmement, il faut aussi agir au niveau opérationnel. Et je vais essayer d'expliquer tout cela. Alors, si on peut effectivement être un peu critique. Alors, tout d'abord, la vision, oui. Il faut changer le paradigme de la gestion de l'eau. Jusqu'à maintenant, la gestion de l'eau mettait l'accent sur le fait d'apporter l'eau jusqu'aux usagers, éviter les inondations, parfois compenser en cas de sécheresse. Et maintenant, il faut changer cela. Parce que si nous sommes d'accord sur ces 2 points, c'est-à-dire ce qui est essentiel, là, on voit que les entreprises de gestion de l'eau, c'est quelque chose d'onéreux à long terme et qui a une incidence sur d'autres domaines de durabilité, lesquels? Donc, c'est pourquoi maintenant, il faut conjuguer l'amélioration de la quantité et de la qualité de l'eau avec l'amélioration de la bioproductivité et biodiversité. Pourquoi? Parce que nous avons déjà réduit de moitié la biomasse des écosystèmes dans le monde. Et les écosystèmes sont des systèmes de rétention, de pompage, de purification pour l'eau. Donc, cela est extrêmement important et cela a été totalement négligé. C'est pourquoi, vous voyez, on en arrive au B, bioproductivité, biodiversité, car c'est également la bioéconomie. Et c'est ce que dit la Commission européenne maintenant, c'est-à-dire que c'est là notre avenir. Nous devons développer une bioéconomie. Mais sans biodiversité, voilà, on voit le problème. Ensuite,
il y a le fait de fournir des services écosystémiques pour la société et les optimiser. Ainsi, on pourrait élaborer des approches systémiques d'adaptation au changement climatique. WBSR, donc je suis les lettres du signe. Alors, ce type d'acronyme détermine une façon de penser, notre façon de penser détermine nos agissements, notre action. C'est pourquoi il faut dire aux responsables de la gestion de l'eau, si vous voulez améliorer les ressources en eau, n'oubliez pas non plus qu'il faut participer au développement de sciences transdisciplinaires, il faut être en contact avec les spécialistes de l'éco-hydrologie, des services écosystémiques, de l'économie, etc. Il s'agit donc bien d'une science transdisciplinaire. Et cela est reflété dans le PHI9. Il ne s'agit pas seulement d'intégrer différentes disciplines, c'est vraiment interdisciplinaire, oui, mais il faut aussi traduire cela en solutions innovantes et en solutions systémiques, en mettant l'accent sur les demandes spécifiques de société, de bassin. Et c'est pour cela que l'aspect transdisciplinaire est si important. Diapositive suivante. Donc, on a ce nouveau paradigme, mais avec, effectivement, si l'on examine ces différents aspects, on voit que cela ne peut pas être mis en œuvre sans une implication de la société. Et c'est pourquoi il faut lire plus C et E, culture et éducation. Donc là, on a un acronyme qui nous dit effectivement qu'il doit s'agir là d'un grand saut en avant, mais nous sommes en mesure de le faire, surtout l'UNESCO. Organisation sur la science, l'éducation et la culture. Donc, c'est pourquoi cela est tout à fait approprié par rapport à la mission de l'organisation. Donc, on a ce nouveau paradigme et la stratégie. Si on veut vraiment pouvoir convaincre les décideurs et favoriser une participation de la société, eh bien, il faut alors créer, et quand je dis il faut créer, c'est l'UNESCO, donc une culture, eau et durabilité. C'est-à-dire que la population doit commencer à s'identifier à cela. Enfin, je pense que si on avance déjà ainsi, en fait, on peut aussi voir comment le faire au niveau tactique opérationnel. Alors, comme je l'ai déjà dit, et ça a été déjà dit par mon collègue ici, il faut avoir une approche prospective. Alors, les responsables de la gestion de l'eau, eh bien, définissent qu'il y a un problème à résoudre et ils demandent, eh bien, il faut voir le bassin versant, les écosystèmes terrestres, les terres agricoles. Et une fois qu'on aura toutes ces données, on pourra résoudre le problème avec une dimension temporelle. Parce que si on doit construire une autoroute également dans la zone du bassin versant et que cela attire des industries et d'autres types d'activités, à ce moment-là, le scénario sera très différent de celui d'une réserve de biosphère avec un développement plus touristique. Donc, toutes ces stratégies eh bien, doivent également bénéficier des investissements dans cette approche prospective, sinon on investit sans analyser ce qui peut se produire à l'avenir. Et enfin, je pense que ce qui est le plus important ici, c'est que tout cela est nécessaire pour accroître également le ratio coût-efficacité, parce qu'on n'a pas beaucoup de financement pour l'eau et l'environnement dans le monde. Donc, il faut construire des systèmes hybrides, car toutes ces solutions fondées sur la nature en fait, n'auront pas de possibilité de résoudre le problème s'il n'y a pas tous les éléments en place. Et ces systèmes hybrides sont tout à fait efficaces et je vais vous montrer ce que vous voyez là à l'écran. Il s'agit d'un système séquentiel de biofiltration construit pour la purification des eaux pluviales dans la ville. Il ne s'agit pas de zones humides construites parce que dans des zones humides construites, il faut 2 à 3% de la zone du bassin versant et dans les villes, c'est impossible. Et donc, en imitant des processus naturels d'auto-purification dans les fleuves, eh bien, on peut ainsi réduire l'espace à 0,3%.
Et vous verrez peut-être le résultat. Donc, l'efficacité est beaucoup plus élevée qu'avec les zones humides construites. Un clic encore, s'il vous plaît. Un petit clic sur l'écran. Donc, enfin, il y a les valeurs géochimiques, etc. Mais voilà, vous le voyez. Donc, au début, vous voyez à gauche l'eau sale. Parfois également des eaux pluviales avec les matières en suspension. Et par ailleurs, vous voyez comme un ruisseau de montagne. Donc voilà les étapes de condensation, de dilution et la traduction dans les processus biologiques. Et cela donc pour aboutir à des systèmes extrêmement complexes. Et je vous recommande cette publication, ce journal, où l'on a effectivement toutes les données scientifiques. Diapositive suivante. Si vous aviez un exemple de système hybride où il n'y avait pas d'espace, et il y avait aussi une forte concentration d'eau de tempête, il y avait beaucoup de matière en suspension, peut-être 100, 150 mg. Et donc, nous avons mis en place des séparateurs typiques. Et ensuite, nous avons bâti des barrières géochimiques dans le système et d'autres solutions supplémentaires. Et ça nous a permis de réduire par 20 fois la matière en suspension. Et en fait, avant, vous aviez des efflorescences d'algues toxiques et aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, vous voyez que que l'amélioration, l'alliage des solutions naturelles peut vraiment, avec l'hydrologie, peut vraiment améliorer les choses. Et là, je vais vous montrer enfin une dernière diapositive. Aujourd'hui, je suis accompagné par ma présidente adjointe. Elle est présente ici et c'est elle qui a eu l'idée de ce système séquentiel de biofiltrage. Et elle a donc adapté le système pour garantir l'efficacité de la purification pour des petits espaces qui sont en fait les pires à purifier, les plus difficiles. Et donc même quand le flux d'eau était stable, elle a parvenu à réduire le phosphore de 70%. Il y a aussi une purification de l'azote de plus de 90%. En tout cas, il n'y avait pas de détente de stabilisation, donc c'était une autre manière de s'y prendre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un grand potentiel dans l'utilisation de ces solutions basées sur la nature pour des tout petits espaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Zalewski, pour avoir présenté différentes approches et solutions basées sur la nature, différentes méthodologies. Mais certains mots-clés que j'ai notés, c'est développer la culture de l'eau et de la durabilité. Et on doit vraiment renforcer cela. Maintenant, nous passons à une panéliste qui nous rejoint de la Turquie, Nila Dogulu, qui a d'ailleurs récemment rédigé un blog dans la Société géophysique européenne. Donc, je comprends vraiment quels sont les besoins. Donc, je lui passe la parole à vous, Nila. Merci beaucoup. J'aimerais vous montrer juste une seule diapositive pour mon intervention. Je commencerai en disant que la seule fois où j'ai participé à une conférence de l'eau, c'était il y a environ 10 ans. Donc c'est pour ça que je suis très, très impatiente de participer à celle de l'année prochaine. Et la première fois que j'ai entendu parler du PHI, c'était il y a 11 ans, quand je travaillais en Turquie sur des activités hydrologiques. J'ai eu l'opportunité d'observer
les praticiens sur le terrain lors de mon début de carrière. Et j'ai aussi de nombreuses opportunités d'observer cela dans différents contextes hydrologiques. Et ensuite, au niveau de la gestion, aussi de la prévision, de la modélisation, j'ai pu observer aussi différents professionnels de la profession. Donc, j'ai vraiment cette expérience assez hybride aujourd'hui que j'ai accumulée et qui me permet d'avoir une vision large et de réfléchir vraiment aussi aux carences, mais aussi aux opportunités que l'on pourrait saisir. Donc ici, sur cette diapositive, j'ai essayé de rémuser ce que j'ai vu en tant que personne extérieure, pas en tant que chercheuse, pas en tant qu'ingénieur, mais plutôt en tant que personne lambda qui a pu observer les choses. Et ici, vous voyez vraiment le nexus entre sciences et pratiques et politiques. Et donc, chacun des secteurs ici ont leurs propres besoins et leurs propres attentes. Et c'est ce qu'on entend par exemple dans les événements qui sont organisés par l'UNESCO, par l'OMD. Ces besoins, ces attentes sont exprimés par les parties prenantes à différentes échelles. Mais ce qu'il manque toujours peut-être, c'est de réunir ces triangles. Ici, je ferai une analogie avec les trous noirs. La question, c'est de voir comment ces processus se produisent, comment les nexus en fait se construisent et comment les actions sont mises en place progressivement, comment les solutions sont produites, comment les politiques sont mises en place, comment les stratégies sont définies au sein de la vision PHI 9. Mais ces processus sont vraiment éloignés. Nous ne sommes pas familiers de ce qui se passe dans ces espaces qui sont un peu comme des trous noirs pour nous. Donc moi, j'aimerais vraiment insister sur la perspective, surtout des débuts de carrière dans mon intervention. Et le potentiel que je vois, c'est qu'ici, dans ces trous noirs pour les hydrologues en début de carrière, ou bien, ce sont sur ces trous noirs que les personnes en début de carrière, les hydrologues ou les scientifiques de début de carrière c'est sur cela qu'ils devraient se pencher. Ils devraient s'asseoir avec les personnes plus expérimentées à la même table et être guidés pour réaliser des recherches. Time is moving fast and the research universe is expanding so rapidly. Et donc aujourd'hui, en plus, l'univers de la recherche est en expansion. Il y a de plus en plus de choses qui se passent avec l'apprentissage machine, les solutions basées sur la nature, l'hydrologie sociale, l'hydrologie des bassins versants, etc. Il y a tant de personnes, tant de chercheurs qui produisent des connaissances et qui partager leurs résultats et leurs conclusions, de faire en sorte qu'on comprend mieux les choses. Moving these perspectives, understandings to these black squares. Et donc, ils essayent en fait de transmettre leur perspective sur ces carrés noirs que vous voyez, qui sont ces trous noirs, pour les combler. Perspectives of early career scientists. So, probably more exposure of early career scientists. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une meilleure exposition des scientifiques, des chercheurs début de carrière à ce genre de questions. En tout cas, moi, c'est le principal message clé que j'aimerais transmettre aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nilay. En effet, les idées novatrices sont importantes. Et c'est vrai qu'il y a de grandes innovations qui sont réalisées par des scientifiques de début de carrière.
Et aussi, bien sûr, dans le trou noir que vous nous avez montré, eh ben, nous devons trouver des solutions en exploitant l'enthousiasme des personnes en début de carrière. Maintenant, nous allons passer à la Bolivie, à Magali Garcia, qui a récemment collaboré avec nous pour mieux comprendre les scénarios du changement climatique dans le contexte des systèmes de connaissances autochtones. Et d'ailleurs, nous sommes pas loin de publier une publication à cet égard, mais je lui passe la parole et elle vous en dira plus. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout à fait, nous vous voyons, nous vous entendons. Donc, nous, en tant que chercheurs, nous devons essayer de voir quelles sont les données avec lesquelles nous travaillons, si nous devons les améliorer, les renforcer. Mais en tout cas, les chercheurs, toutes les recherches qui ont été menées ont à peine d'impact sur les citoyens, les utilisateurs d'eau. Et donc, les recherches et les stratégies pour l'économie de l'eau doivent répondre à cette vision des consommateurs. En fait, les citoyens sont d'accord pour utiliser des technologies qui réduisent la consommation d'eau en utilisant, par exemple, des capteurs qui leur permettent de réduire leur utilisation d'eau. Et en plus, cela aussi réduit leur facture d'eau et donc ils peuvent mieux répondre à ce genre de stratégie. Les citoyens sont aussi sensibles aux effets psychologiques de leur environnement urbain, et encore d'autant plus après la pandémie. Et d'ailleurs, les questions sont abordées de manière différente maintenant. Mais en ce qui concerne les peuples autochtones en milieu rural, eh bien, quand nous leur parlons, eux, ils sont beaucoup plus axés sur l'intégration avec l'écosystème. Car pour eux, les êtres humains font partie de ces écosystèmes et donc ils ont les connaissances nécessaires pour développer ce genre d'approche et des innovations. Car de nombreuses stratégies que nous avons mises en place jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas très bien ou fonctionnent même pas du tout, et d'autres par contre fonctionnent moins. Et donc la question, c'est de savoir quelles actions peuvent être entreprises par l'Occident, par la science occidentale, qui fonctionneraient ou qui seraient en accord avec l'approche des communautés rurales et autochtones. Et la base ici de la science, c'est vraiment la curiosité, garder l'esprit ouvert. Et donc, il faut que les recherches vraiment se penchent sur ces questions. Il faut aussi prendre conscience que les observations traditionnelles de l'atmosphère, de l'écosystème, ont une base en fait qui suivent des lois, des réglementations, des règles dans la nature. Et donc, quand les peuples autochtones en fait détectent qu'il y a des phénomènes à venir, des météorologiques, etc., ce n'est pas de la magie, c'est qu'ils se basent sur des réactions précédentes qu'ils ont déjà eues et qu'ils peuvent du coup à laquelle ils se réfèrent. Et donc, nous devons parler à ces personnes et comprendre quels sont leurs systèmes. Et il faut aussi, bien sûr, que la science développe l'utilisation de l'eau qui soit orientée vers la maximisation de l'efficience et de l'efficacité. Mais cela nous a aussi mené à la situation à laquelle nous sommes. Et parfois, ces approches sont utiles, mais aussi parfois elles sont trop utilitaires parce qu'on ne peut pas optimiser les écosystèmes sans compromettre la durabilité. Ça, on le sait. Par exemple, dans l'agriculture, si on utilise l'eau pour optimiser la production, on sait qu'on épuise aussi les ressources et cela a des répercussions très communes sur d'autres domaines. Et c'est la même chose avec l'irrigation. Si on irrigue les champs, cela aussi peut détourner des rivières et il n'y a pas de gain net en fait. Here, this is not an appropriate option, and instead maybe cheap, small, easy to use and to read the sensors
could support local farming innovators. Et il faut donc à ce moment-là développer des technologies, par exemple basées sur des capteurs qui permettront de mieux utiliser l'eau par les agriculteurs et d'avoir un usage plus équitable des ressources. Il faudrait aussi mettre en place des systèmes d'alerte précoce sophistiqués vis-à-vis sur les événements climatiques extrêmes. Donc, car nous avons en fait des données sur les événements climatiques, mais nous n'utilisons pas ces données, nous ne les mettons pas à disposition des agriculteurs alors qu'ils pourraient s'en servir pour mieux réagir. Donc, nous devons mettre en place des stratégies innovantes qui pourraient être mises en place par des petits exploitants, par exemple. Il y a aussi la question de l'économie circulaire qui peut être utilisée pour réutiliser certaines choses et aussi il faut éviter les pertes d'eau en surface, comme c'est le cas dont nous le faisons par exemple dans les Andes, et aussi la protection des aquifères. Mais il y a peu de populations qui vivent à distance, qui contrôlent les zones qui sont peuplées par les peuples autochtones. Et c'est dommage car ce serait utile de le faire. Et donc, il y a des innovations comme les technologies, les nanotechnologies ou les biotechnologies, ou celles dont nous avons parlé ensemble, pourraient aider les utilisateurs à recevoir de l'eau propre ou potable dans des zones où on ne peut pas être contrôlé parce qu'il y a par exemple des exploitants minières, des choses comme ça. Et aussi là où les personnes autochtones vivent, il y a souvent un grand ensoleillement et donc on pourrait utiliser des technologies ici qui exploitent le solaire pour ensuite créer des systèmes d'épuration de l'eau et leur fournir de l'eau potable. En tout cas, il faut que les innovations soient développées et utilisées au niveau local. Et souvent, les populations éloignées dans les pays en développement n'ont pas accès aux informations, n'ont pas accès aux recherches, etc. Et donc, l'ONU peut vraiment contribuer à faire en sorte que les populations accèdent au moins une partie de ces informations, de ces connaissances, car elles ont vraiment besoin de ces informations. Et aussi, nous avons besoin de recherche sociale pour tirer parti des comportements sociaux et pour motiver vraiment l'adoption de comportements qui économisent l'eau. Et nous avons aussi besoin de professionnels qui sont bien formés, qui permettent de développer et déployer des mesures qui sont réalisables scientifiquement, qui respectent les écosystèmes et qui sont acceptables sur le plan culturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magali. Merci de nous avoir rappelé que les méthodologies ou les approches que nous développons doivent être basées sur ce qui est aussi faisable ou utilisable dans les conditions, dans le contexte local. Car si ce n'est pas applicable, alors ça ne sert à rien. Il y a aussi la question de la science ouverte, de l'accessibilité. Il y a d'ailleurs la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte qui appelle à créer des logiciels ou du matériel d'accès libre. Et nous travaillons d'ailleurs avec différents partenaires à cet égard. Maintenant, nous passons à Monsieur Dr. Marcus Smith, qui est directeur général de l'Institut international de gestion de l'eau au Sri Lanka. Et peut-être qu'il pourrait nous donner quels aspects scientifiques on peut apporter à la conférence de l'eau 2023. Merci beaucoup, Anil. Merci au programme PHI aussi qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, je suis le directeur de l'Institut international de gestion de l'eau. Nous sommes une organisation de recherche en faveur du développement.
Et donc, notre vision, c'est vraiment de créer un monde où les ressources en eau sont sécurisées. Et j'espère que le travail que nous faisons complète le programme extraordinaire qui a été décrit dans le plan stratégique pour le PHI 9 et ses ambitions aussi, sur lesquelles je reviendrai. J'ai trouvé vraiment les contributions des autres panélistes vraiment très intéressantes. Et j'espère que ce que je vais dire dans mes quelques remarques viendra compléter ce qui a déjà été exprimé précédemment. Et donc, mon point de départ, comme d'ailleurs ça a été déjà mentionné précédemment, c'est est-ce que les risques changent à cause du changement climatique? Nous sommes tous conscients que les risques associés à l'eau évoluent et progressent et les moyens conventionnels de l'organisation de la science, les sciences de l'eau ne suffisent plus. Et c'est ce qu'a dit d'une certaine manière le dernier rapport du GIEC, que la fréquence et la sévérité des catastrophes naturelles liées à l'eau progressent et les événements extrêmes liés à l'eau que nous avons vus en 2021 et cette année montrent qu'il s'agit d'un avertissement de ce qui nous attend. Et tous ces changements renforcent la pression en matière de sûreté de l'eau, en révérence de la pollution de l'eau, l'urbanisation, tout ce que les orateurs précédents ont évoqué. Donc, nous devons nous demander ce que nous, en tant que communauté de l'eau, pouvons faire de manière différente. Il y a également la question de la fragmentation, les systèmes de l'eau, la manière de trouver des systèmes de sûreté pour les ressources hydriques. Et nous l'avons entendu à l'instant. Cela a été dit, la question de la diversité, de la complexité locale. Et il y a des effets d'échelle dans les systèmes de l'eau, à savoir qu'il existe différentes priorités en termes de priorité pour l'action, selon les endroits où nous nous trouvons. Et parfois, il y a des recoupements. D'ailleurs, cela arrive souvent. Et c'est même la norme dans l'univers de l'eau. Donc, où se doivent s'insérer la science, l'innovation dans ce schéma international. Tous ces centres de recherche produisent des modèles, des données. Ils aident tous à alimenter l'innovation et tout cela fonctionne et on cherche à avoir un certain niveau de coordination. Et on se demande qu'est-ce qu'on doit faire différemment. Et alors, il faut reconnaître par là que nous devons aborder la question de la fragmentation, la dispersion de nos efforts, les défis critiques compte tenu de la sévérité, de l'urgence des défis en matière d'eau, puisque nous nous projetons vers 2030 et la période au-delà. Comment mieux coordonner, comment veiller à ce que nous restions focalisés sur les bonnes priorités, comment nous assurer que, ce faisant, nous parvenons à faire évoluer les données scientifiques vers la pratique et des actions qui peuvent faire la différence. Et le plan stratégique PHI 9 est vraiment tout à fait pertinent et et permet de mobiliser la coordination, les actions conjointes très importantes dans la communauté scientifique de l'eau. Mais je voudrais en faire davantage. Nous devons en faire plus pour surmonter, relever le défi de l'eau qui est énorme, pour éviter une dispersion très importante de nos efforts. Comment mobiliser la communauté scientifique de l'eau dans d'autres secteurs pour aider à résoudre ces problèmes et à donc contrer ces forces qui sapent. Comment pouvons-nous, en tant que communauté scientifique de l'eau, qui travaillons avec les décideurs, avec le monde économique, comment faire en sorte que nous puissions engager le Nord et le Sud, comment mettre la jeunesse au cœur du dialogue, comme Nilay l'a dit, bâtir un agenda scientifique de l'eau
qui appuie l'action pour l'agenda 2030, l'ODD 6, et reconnaître qu'il s'agit là d'un rythme, d'une vitesse sans précédent dans notre communauté pour notre action. Comment faire cela de manière à pouvoir contribuer de manière importante en tant que communauté scientifique à l'atteinte de l'ODD 6 et bâtir sur ses composantes. Avec mes collègues et d'autres organisations, nous nous concentrons sur cela et nous élaborons une initiative pour regrouper les utilisateurs de données, les scientifiques, ainsi que les acteurs qui peuvent se projeter en termes de rythme et de vitesse, et comment nous pouvons regrouper nos efforts pour cet agenda. Et j'espère que cette initiative, c'est quelque chose que nous organisons nous-mêmes, et nous avons eu quelques discussions sur ce sujet, donc je suis très heureux d'avoir la possibilité de parler de cela ici, et bien sûr en regardant vers 2023, pour faire en sorte que le dialogue que nous espérons bâtir renforcera les ambitions entre le PHI 9 et nous-mêmes. Et il s'agit d'ambitions que nous partageons tous. Donc, dernier commentaire s'agissant de la conférence 2023 et les messages que nous devons y apporter. Je crois que le point crucial ici est que le besoin de sciences de l'eau à partir de 2023 jusqu'en 2030, les besoins en sciences de l'eau sont immenses. Les changements, l'évolution des risques dans l'eau et la manière dont cela oblige à aller plus vite en matière de sûreté de l'eau, l'incertitude grandissante, le réchauffement climatique, tout cela fait évoluer la manière dont nous travaillons et nous devons dire que les besoins sont énormes et les principaux acteurs, nous devons nous mobiliser pour sortir de cette conférence 2023, regrouper les programmes pour servir de catalyseur dans cette urgence et aller vers une action à grande échelle. Et donc, avant 2023, nous devons nous interroger, nous faire en sorte que nous soyons à même de relever ces défis. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci de saluer ainsi la contribution PHI 9 et ce travail en faveur d'un univers sûr. Je crois qu'il y a, en matière d'eau, je crois qu'il y a vraiment des possibilités de développer des initiatives, des synergies entre ces deux initiatives. Donc, il y a un grand potentiel. Nous devons travailler ensemble afin que les États membres puissent bénéficier de nos efforts conjoints. Merci beaucoup d'avoir soulevé ces questions. La question. Alors, nos interprètes, je voudrais leur demander de pouvoir continuer jusqu'à 16 heures afin que nous puissions aller au-delà de 16 heures, car nous rattrapons par rapport à des retards pris dans la première session. Donc, avec cette demande aux interprètes, je crois que cela est OK. Alors, je voudrais que nous ayons une discussion sur la base de ce qui a été dit par les membres du panel. Mais avant cela, je voudrais revenir vers notre intervenant principal, qui est également un membre du panel. Et je voudrais ses réflexions sur ce que nous avons entendu de la part du panel. Merci, Anil. Alors, pendant que vous réfléchissez à cela,
Je vais prendre un peu de temps. Prendre un peu de temps pour évoquer ce que nous avons dit. Alors, j'ai eu 10-12 minutes ce matin. Je n'ai rien ajouté, mais en écoutant la discussion jusqu'au premier orateur du premier panel, bien sûr, la science peut apporter des connaissances pour une politique efficace, mais parfois, nous hésitons à accepter de nouvelles connaissances ou à suivre les suggestions. Donc, il s'agit de quelque chose, nous devons, je pense que personnellement, ils étaient plus réticents que nous d'accepter des nouvelles connaissances dans la gestion de l'eau. Donc, comment pouvons-nous surmonter une telle barrière? Et il faut que nous ayons la confiance, une communication interactive. Cela aidera à bâtir une confiance réciproque. Et pour la science ouverte, il faut être efficace pour développer l'empathie, la confiance réciproque entre les parties prenantes. Et je pense que nous devons apporter davantage d'opportunités pour les étudiants, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes des découvertes, même du point de vue des chercheurs professionnels. Il faut qu'ils aient une expérience. Ils ont découvert certaines choses, des innovations, et ils pourront mieux comprendre ce que font les universitaires, les chercheurs. Et en ce qui concerne la famille de l'eau de l'UNESCO, le secrétariat PHI, vous aurez à stimuler et encourager les scientifiques dans les États membres et encourager les États membres à participer de manière active aux discussions, à procéder à des travaux avec leurs propres recherches, à travailler de manière interdisciplinaire. Christophe a parlé de la recherche qui doit être affranchie du risque publish or perish. Mais pour appuyer ce mouvement, cette orientation, en tant que communauté, nous devons apprécier l'activité universitaire qui contribue à rendre le monde meilleur, qu'il s'agisse des idées, qu'il s'agisse des articles scientifiques, mais cela doit stimuler une véritable action au sein de la société. Et non seulement de manière fixe, mais de manière diverse, notamment, comme cela a été dit par Nolay. Et le message pour la conférence de l'eau 2023, je pense que le panel ou le PHI doit dire que l'UNESCO promouvra la science de l'eau pour les gens et les gens pour la science. Voilà. Est-ce que ça vous paraît bien? Merci beaucoup. Merci Taikan d'apporter la devise « la science de l'eau pour les gens et par les gens ». Sur ce, je voudrais ouvrir la question, la salle, ouvrir la discussion, si vous avez des questions à poser aux membres du panel. Donc, n'hésitez pas à vous présenter si vous souhaitez poser une question. Oui, Michael. Quelle est la différence entre la science pour les gens et la science par les gens? Quelle est la différence entre ces deux formes de science? La science pour les gens et par les gens. Quelle est la différence? Taikan, tu veux répondre? Bon, alors, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, mais pour moi, la science pour les gens, c'est faire de la science afin d'enrichir la population, les gens, sur le plan intellectuel ou physique ou au niveau de la société. La science par les gens,
Et ça, c'est ce que j'appelle la science ouverte, à savoir, ce doit être non seulement la communauté universitaire, mais il s'agit de partager les activités scientifiques avec la société et coproduire en quelque sorte avec les parties prenantes. Ça, pour moi, c'est ce que j'entends par la science, par les gens. Merci, Taikan. Et je crois que cela reflète la science citoyenne, développer une méthodologie scientifique, valider cela par l'engagement des citoyens. Magali de Bolivie a également souligné ce concept et je pense que c'était... Alors, je vois que Nolai veut intervenir. Merci. La science pour les gens, pour moi, cela... Pour moi, cela veut dire produire des recherches scientifiques qui présentent une valeur pour la société et qui traitent des défis liés à la gestion des ressources en eau avec des éléments pratiques. Il ne s'agit pas de faire de la science théorique très approfondie, fantastique, qu'on apprécie tous, mais il s'agit de mener des recherches qui peuvent être traduites en services. Par exemple, l'eau, le climat, enfin des services de ce type, avec des plateformes d'apprentissage et autres. Merci. Magali, vous souhaitez intervenir? Allez-y. Oui, j'aimerais effectivement ajouter quelque chose. Je pense que la science pour les personnes, c'est ce que nous faisons. Nous réfléchissons aux besoins des personnes et nous sommes des chercheurs très bons dans nos domaines d'hydrologie et domaines connexes. On a des doctorats, des post-doctorats et on produit de la science. Mais, en fait, après, les personnes ne sont pas d'accord ou sont d'accord partiellement pour l'application de notre recherche. Mais lorsque les personnes élaborent, expriment leurs besoins, alors il est beaucoup plus probable que sur cette base, ils utilisent notre recherche. Alors, il ne faut pas être fondamentaliste. Je ne suis pas fondamentaliste des connaissances locales et autochtones, par exemple. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand même m'assurer que tout ça est cohérent. Pour l'adaptation, par exemple, on parle de l'adaptation, en fait, ça fait une dizaine d'années déjà. Mais là où je travaille, on s'adapte au changement climatique depuis 1993 au moins, le dernier grand phénomène El Niño. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on soit à l'écoute des agriculteurs, qu'on essaye de comprendre quels sont leurs besoins. Ce sont des grands innovateurs aussi. Donc, c'est ça, la différence entre la science pour les personnes et la science par les personnes. Mais il ne faut pas être fondamentaliste. On a besoin de tous les niveaux d'information, de technologie. Merci, bien merci d'avoir apporté un nouvel éclairage et des éclaircissements supplémentaires sur les besoins des communautés pour lesquelles nous travaillons. J'aimerais en fait vous poser une dernière question. Et là, je m'adresse aux membres. Alors, allez-y, veuillez vous présenter également. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Christine Moghem, Conseil PHI représentant l'Afrique. Je pense qu'on a beaucoup parlé des défis des pays en développement et en particulier en Afrique. Et nous notons un certain nombre de points. On perd en professionnalisme, notamment dans le domaine de l'hydrologie. En fait, on s'occupe beaucoup de la collecte des données, de l'analyse des données, de l'interprétation des décisions. Mais je me demandais ce que l'on pourrait faire compte tenu de l'expérience dans le reste du monde. Comment est-ce le PHI peut nous aider dans ce domaine et comment d'autres programmes peuvent également contribuer à relever ce défi? Alors, désolé, oui, avec votre masque, je ne vous avais pas reconnu, mais bien sûr. Oui, alors, je vais répondre. Je pense qu'un bon exemple de la contribution du PHI, c'est-à-dire la mise en place de centres africains pour l'éco-hydrologie, et cela auprès du ministère de l'eau et de l'énergie en Éthiopie.
Et c'est devenu en fait une direction grâce aux résultats obtenus. Donc, il y a le personnel, donc appuyé par l'UNESCO, et donc pour préparer le personnel, on obtient également des financements de Erasmus Mundus, de la Commission européenne. Il y a également un programme néerlandais. Enfin, tout cela a permis de mettre en place une équipe de 30 personnes, parce qu'une personne seule ne pourra rien faire. Et avec cette équipe, nous réalisons différents sites de démonstration. Et donc, voilà un exemple. Et ces sites de démonstration permettent de développer des solutions en s'adaptant aux conditions locales. Et je pense que c'est la meilleure façon de traduire justement le postulat de ce matin, c'est-à-dire traduire des biotechnologies développées ici pour les adapter aux conditions en Afrique. Ainsi, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'il y a une plus grande intensité des processus. Donc, il s'agit d'affiner, d'ajuster par rapport aux conditions locales et ainsi, les efficacités sont encore meilleures que dans les climats tempérés. Mais par exemple, en Afrique, on a un prototype en Pologne, inspiré par le PHI parce qu'il y avait un grand problème de construction de barrages. Et en fait, il était prévu de détruire le barrage du fait de son impact sur la biodiversité. Et j'ai dit à mes collègues, bien, ça n'est pas réaliste compte tenu du changement climatique. On ne peut pas détruire effectivement les barrages. Donc, il y a eu une proposition, vous le voyez, on voit la solution proposée. Il s'agissait de détruire ce beau fleuve avec des outres, des castors, etc. Mais les décideurs ont dit, eh bien, si on construit cette réserve, ça va nous coûter des millions. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des algues fluorescentes toxiques qui vont apparaître? Alors, j'ai dit oui, il y aura le phosphore, des étapes de condensation, donc ça va se développer, mais je vais vous expliquer comment avoir un réservoir qui permette de protéger la biodiversité et sans ces algues toxiques. Donc, l'échelle a été différente avec des systèmes spéciaux pour mesurer la qualité de l'eau au niveau de la dilution lorsqu'on est en dessous de 100 microgrammes de dilution donc du phosphore. Et en fait, ce réservoir n'est alimenté qu'environ 100 jours par an. La phase de condensation se produit le long du fleuve et il n'y a pas d'effet de pollution. Merci. Donc voilà le type de solution que nous appliquons en Afrique et cela donne d'excellents résultats immédiatement. Merci. Je souhaitais également souligner que nous travaillons avec la communauté scientifique et Will Logan, dans sa présentation, dit toujours qu'est-ce qui tient les gestionnaires de l'eau éveillés la nuit. Donc, trouver des solutions avec cette analyse éclairée sur les risques utilisés pour apporter des solutions plausibles au Chili, en Afrique du Sud, etc. Eh bien, ça, c'est extrêmement utile. Dernière question, à qui ça? Alors, je pense que, de mon point de vue, du moins, il y a quelque chose qui fait défaut. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de toutes les interconnexions entre les différents ODD et comment y répondre sur le plan scientifique, et par ailleurs comment optimiser la gestion des ressources et la gouvernance, comment en fait territorialiser l'eau, l'agriculture, les politiques économiques, etc. Donc, du point de vue scientifique, comment est-ce qu'on peut en fait gérer les sciences à l'interface, au niveau des interconnexions, pour avoir des aspects optimisés de gestion de l'eau et de gouvernance? Parce que je crois qu'on ne traite pas suffisamment de ces différents points et du point de vue stratégique également, comment assurer la cohérence des différentes politiques au niveau des territoires. Alors, je pense que ça, c'est très important d'en parler du point de vue de la recherche. Et à la conférence des Nations Unies, il serait important également d'avoir
un examen plus approfondi de ces aspects. Bien, merci à Kissa d'avoir souligné ces questions très pertinentes. Et aujourd'hui, deux des principaux intervenants ont présenté effectivement des schémas similaires par rapport aux ODD. Mais en ce qui concerne les retours, les politiques, peut-être que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose. Alors, les liens entre les différents cadres et les objectifs, dans le cadre du dernier rapport du GIEC publié en février, on propose un développement résilient au climat. C'est une nouvelle terminologie. Ainsi, les actions climatiques telles que l'adaptation et l'atténuation ne portent pas seulement sur la volonté de réduire l'impact du changement climatique, mais cela doit s'inscrire dans le droit fil du développement durable et de la réduction des risques de catastrophe ainsi que du développement durable. Donc, maintenant que la communauté du climat a bien conscience de cela, et nous, le secteur de l'eau, nous en avions confiance également, mais peut-être qu'effectivement, ceux qui travaillent pour le développement durable ont peut-être une optique plus limitée. Ils pensent seulement aux objectifs climatiques. Bon, l'eau, c'est un objectif, mais maintenant, et effectivement, ils mènent des recherches sur les synergies qu'il est possible de développer. Et il y a des compromis au niveau de l'eau par rapport aux autres objectifs. Donc, du point de vue de la résilience au climat, quelque chose qui, en fait, ferait converger ces deux points et pour qu'on les aborde sous l'angle de la résilience. Et le rapport du GIEC, le volet vulnérabilité publié donc en février, si l'on examine les scénarios, mais c'est également la centralité de l'eau pour l'adaptation. Je crois que c'est la première fois que cela est reconnu, que pour l'adaptation, il faut vraiment tenir compte de l'eau. Andrés, vous souhaitez rajouter quelque chose? Alors, comme vous le savez, tous les ODD sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et les deux premiers en particulier. Et à juste titre, je pense. Mais le premier objectif, c'est l'éradication de la pauvreté d'ici à 2030. C'est-à-dire que pour tous les êtres humains qui vivent en dessous du seuil de $1. Et l'autre, eh bien, il s'agit de l'éradication de la faim d'ici à 2030. Et certains disent qu'il sera impossible de réaliser ces objectifs. Non, si on examine les financements disponibles, eh bien, sur Terre, donc, il faut voir aussi la déperdition alimentaire et la répartition de la richesse mondiale aux mains de 8 familles. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, ça n'est pas durable du point de vue social. Mais par rapport aux 15 autres objectifs, à l'exception de 1 ou 2, eh bien, je dirais que l'eau, c'est vraiment la composante essentielle, avec effectivement l'éducation et pour résoudre également la crise alimentaire. Donc, si on n'accorde pas l'attention voulue aux objectifs sur l'eau et l'assainissement, et chaque année, il y a 8 millions de personnes qui sont tuées par l'eau. C'est 3 millions de plus que les pertes dues au Covid. Donc, en fait, on ne peut pas forcément essayer de comparer l'un et l'autre, mais l'humanité et la communauté politique acceptent facilement le fait qu'il y ait 8 millions de personnes tuées par l'eau chaque année. Et ça, pourtant, c'est énorme. Alors, peut-être que notre communauté ne peut pas communiquer suffisamment clairement, ne se fait pas suffisamment entendre. En fait, on a subi la Covid et maintenant on fait face au problème du fait du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans mon pays, par exemple, on voit tout l'impact sur le plan alimentaire de ce conflit. Donc, il y a vraiment tous ces problèmes qui se posent et il y a une rupture, donc Covid, conflit maintenant, et donc peut-être que le PHI devrait changer de nom.
Peut-être que cela devrait être, par rapport au GIEC, eh bien, un programme intergouvernemental sur l'eau et le climat, peut-être. Quelque chose qui mettrait davantage l'accent là-dessus, parce que l'hydrologie, eh bien, pour moi, ça n'évoque rien. En fait, ça n'est pas les aliments, la santé, l'économie, le développement, la durabilité. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est mon sentiment. Mais peut-être qu'il faudra y réfléchir pour que ces interconnexions apparaissent clairement et que le rôle central de l'eau apparaisse clairement, l'ODD 6, parce que nous le percevons bien. Mais regardez les autres diagrammes qui montrent les interconnexions et ça ne ressort pas. Donc, il faut vraiment travailler sur le plaidoyer pour mettre en avant l'eau bien davantage. Et avec la conférence de l'année prochaine, c'est là donc une occasion qui s'offre à nous. Alors pourquoi ne pas le faire, et même au-delà de 2030? Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je trouve que c'est une proposition très très bonne que nous devrions d'ailleurs reprendre demain. La communauté du climat communique très très bien et nous, ce n'est pas notre cas. Nous sommes plutôt même médiocres dans nos relations publiques. On n'arrive même pas à faire en sorte que les journalistes comprennent notre sujet. Le problème avec le changement climatique, ce n'est pas que les températures vont être 6 degrés de plus. Ça, ce sont des vacances. Le problème, c'est l'impact. C'est que 80% de ces impacts sont liés à l'eau. Et ça, c'est le message que l'on devrait pouvoir envoyer. Et il n'y a aucune organisation à part la nôtre qui puisse vraiment envoyer ce message. Donc, il faut vraiment que toute la communauté de l'eau ait une politique agressive, dans le bon sens du terme, vis-à-vis d'une politique de communication sur l'eau. Merci beaucoup. Et maintenant, nous devons vraiment clore cette session. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment remercier l'ensemble des panélistes pour leurs interventions, si vous voulez les applaudir. Et non seulement ceux qui sont ici au podium, mais aussi ceux qui sont assis avec nous dans la salle. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et donc, je déclare maintenant que cette session est close et je remercie également mes collègues, en particulier ceux qui se trouvent ici dans la salle et ceux qui aussi m'ont aidé à organiser cette session. Et j'invite Abou à donner ses remarques de clôture. À vous, Abou. Merci, Anil. Merci, chers collègues et participants, pour ces sessions très intéressantes du matin, de l'après-midi, pour discuter de cette question cruciale de l'eau et comment vraiment améliorer le profil de l'eau dans le monde entier, dans les différents secteurs. Et d'ailleurs, je suis vraiment reconnaissant de cette dernière partie de la discussion. Vous vous rappellerez probablement du rapport qui a été publié par le panel sur l'eau et panel de haut niveau sur l'eau, et l'une des recommandations dont je me rappelle, en plus de renforcer ONU Eau, c'est la recommandation de créer un panel basé sur la science spécialisé dans l'eau. Et comme vous venez vraiment de le dire, Andrés, il n'y a pas besoin de créer de nouvelles entités. Le PHI est ici. C'est un programme intergouvernemental. Et donc, nous pourrons voir comment nous pouvons en fait renforcer notre programme de manière à pouvoir couvrir tous les aspects liés à l'eau et fournir les informations requises dont les États membres ont besoin. Nous avons besoin de davantage d'activités de plaidoyer que nous devons poursuivre. Et nous devons aussi influencer vraiment cet événement sur l'eau de l'année prochaine pour s'assurer que la science est au cœur de toutes les discussions sur ce sujet. C'est vraiment ici la question cruciale. Et nous devons tous travailler ensemble pour voir comment nous pouvons aussi transmettre tous ces messages dans nos régions, dans nos pays, dans nos réseaux.
Et l'un des problèmes, c'est que bien sûr, souvent, les communautés de l'eau travaillent entre elles-mêmes. Et donc, nous devons aller au-delà de nos propres communautés. Nous devons créer des liens avec d'autres. Donc, vraiment, l'intersectoralité ici de l'eau doit être reconnue. Elle a été d'ailleurs reconnue dans toutes les discussions, dans toutes les présentations aujourd'hui. Et donc, nous devons vraiment transmettre des messages clés de ces discussions d'aujourd'hui. Je n'ai pas le temps vraiment de toutes les résumer, car il ne reste que 10 minutes. Mais j'aurais quand même identifié quelques messages des différentes sessions. Et si je commence par cette dernière session, je crois que le message clé, c'est vraiment la transdisciplinarité. Nous ne pouvons pas répondre de manière durable et véritable aux questions complexes sans vraiment embrasser une approche pluridisciplinaire de l'eau. Et c'est vraiment d'ailleurs l'idée que défend PHI 9. Et donc, je vous appelle vraiment à tous de consulter le rapport qui vient d'être publié, qui sera d'ailleurs distribué demain. Il a déjà été distribué aux États membres de l'UNESCO, mais ce document, bien sûr, n'est pas que pour l'UNESCO. Il est pour toutes les communautés scientifiques qui souhaitent travailler ensemble pour aider les États membres du monde entier à répondre aux enjeux de l'eau dans le monde. Donc, je vous exhorte vraiment tous et toutes à nous rejoindre pour avancer sur la mise en œuvre de ce programme vraiment ambitieux. Mais au-delà, bien sûr, de la pluridisciplinarité, il y a d'autres questions comme les données, la gestion, le changement de paradigme, des solutions basées sur la nature. Et donc, bien sûr, tout cela, bien sûr, se rapporte à cette approche pluridisciplinaire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les connaissances produites ne doivent pas rester dans le monde universitaire. Certainement pas. Elles doivent aider à bâtir et façonner les politiques. C'est pour ça que nous avons ces liens entre science et politique, pour que les connaissances soient transformées en action. Et là, c'est vraiment un message clé aussi que nous devons transmettre. Tous ces outils, ces méthodologies qui sont disponibles au sein du monde universitaire, eh bien, nous avons la responsabilité de les rendre disponibles et même déployables pour pouvoir prendre des décisions. Là aussi, c'est un message essentiel. Bien sûr, il y a aussi les questions liées à l'engagement multipartite, les jeunes, les femmes, les connaissances autochtones locales, etc. Mais par-dessus tout, le message clé, c'est vraiment comment vraiment transmettre ces connaissances pour les transformer en actions applicables. Ensuite, le troisième panel sur le développement, sur le renforcement des capacités, car bien sûr, on ne peut pas faire tout ça sans professionnels bien formés dans tous les domaines liés à l'eau. Et il faut donc cette éducation depuis le plus jeune âge jusqu'à l'université. Et nous devons vraiment transformer donc l'éducation à l'eau et renforcer les capacités ici. Et c'est vraiment en plus un maillon manquant très important dans le domaine de l'eau. Il y a vraiment de nombreux exemples. Où on a mis en place des comités sur, par exemple, l'approvisionnement de l'eau, etc. Et en fait, tout s'est écroulé au bout d'1 ou 2 ans parce qu'on n'a pas mis en place un système de renforcement des capacités locales. Et donc, les systèmes mis en place se sont écroulés, n'ont pas été perpétués par les populations locales. Et en ce qui concerne ensuite l'éducation supérieure, nous devons créer une nouvelle génération de professionnels de l'eau avec une mentalité ouverte.
Oui, qu'ils comprennent que l'eau est aussi un problème social, un problème économique et qu'il faut donc avoir une vision plus large de tous les aspects liés à l'eau et y répondre de manière durable. Donc voilà, ce sont les messages clés qui, je pense, nous devons transmettre. Et donc après cette réunion d'aujourd'hui, la marche à suivre, eh bien, c'est que nous avons travaillé avec différents programmes de l'eau. Et donc, nous travaillons ensemble en nous basant sur des éléments de cette discussion pour créer ensuite un ensemble de documents. Il y en aura un qui sera donc basé sur l'ODD 6. Attendez, je vais regarder un peu le schéma de ce document. Donc, la science en faveur de l'ODD 6. Donc, ce sera un document qui définira nos ambitions, nos objectifs concrets. Et ensuite, il y aura un autre document qui sera vraiment des réflexions sur les liens entre politique et science. Et ces deux documents seront rédigés par donc, différents comités et ensuite ils seront diffusés à vous tous. Et l'ambition, c'est de rendre ces documents disponibles au moment de la conférence de l'eau de l'ONU en 2023. Mais nous souhaitons vraiment que tous les comités participent à l'élaboration de ces documents. Et c'est pour ça que nous voulons avoir une consultation plus large sur ces documents avant de les soumettre à la conférence de l'eau 2023. Et nous envisageons donc d'avoir aussi une autre conférence en novembre. Et je pense que nous aurons déjà une ébauche de ces deux documents qui devraient être concis, de manière à ce que tous les comités puissent déjà les étudier avant de les publier ou les soumettre lors de la conférence de l'eau. Donc voilà, ce sera notre contribution. Et c'est pour ça que nous souhaitons faire en sorte que ce soit plus inclusif pour vraiment faire entendre la voix du plus grand nombre de communautés que nous représentons dans ces documents. Car ce n'est pas un document pour l'UNESCO, c'est un document vraiment pour nous tous et pour la communauté de l'eau. Donc voilà, ce sont les questions que nous allons soulever. Et je vous remercie une fois encore pour cette journée vraiment très intéressante et riche aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos contributions. Il y a plus de 20 experts qui se sont exprimés aujourd'hui. Et nous vous remercions vraiment pour votre contribution, votre soutien, et nous avons hâte de continuer de travailler avec vous pour faire en sorte que la science soit visible lors de la conférence de l'eau de 2023, car la science est vraiment un élément essentiel de la prise de décision. Et comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, il ne faut pas non plus voir seulement à l'horizon 2030, mais au-delà. Et donc le pacte mondial de l'eau car c'est un peu l'idée de la conférence, c'est de parvenir à un pacte mondial sur l'eau, car il n'y aura pas de documents négociés lors de la conférence de l'eau. Donc l'idée du Tadjikistan et des Pays-Bas, c'est de faire en sorte qu'il y ait une espèce d'engagement en faveur d'un pacte mondial sur l'eau. Donc si nos documents peuvent aussi s'intégrer dans ce pacte, ce serait en quelque sorte là notre contribution à ce pacte aussi. Donc je vous remercie une fois encore toutes et tous, toute l'équipe qui a été coordonnée donc par les chefs d'unité. Merci pour avoir organisé cette journée si intéressante. Et nous avons hâte vraiment de vous voir encore pour le reste de la semaine, car à partir de demain commencera la 25e session ordinaire du Conseil du PHI. Et je remercie également les interprètes qui remercient également les organisateurs. Et je remercie aussi tous les collègues qui ont travaillé sans relâche
Et Amine, si tu veux dire. Je veux aussi être reconnaissant à tous les collègues qui ont organisé cet événement. Si vous pouvez vous lever, Koun, Paulina, Mahmoud et Aya. Il y a aussi Barbara qui n'est pas présente et tous les autres collègues qui ont travaillé sur ces événements dans les différentes sections et divisions. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. Au revoir.